vous êtes directrice de la BSR, Bibliothèque Sonore Romande. Mais oui, j'ai cette chance. Voilà, à Lausanne. Oui. Quel est votre parcours? Comment vous en êtes arrivée là? Alors, j'ai étudié à l'université l'histoire et le journalisme. Et puis ensuite, j'ai travaillé pour un projet national de recherche sur les immigrés dans les syndicats. Et puis après, je me suis occupée de ma petite fille pendant 2 ans. Et ensuite, je me disais que ce serait bien, surtout pour elle, que je lui laisse un peu d'air. Donc, je trouve de quoi m'occuper voilà. À l'extérieur. Et puis, j'ai eu une chose inouïe, c'est-à-dire j'ai pris une fois le journal régional. Et puis je suis tombée sur une annonce pour la BSR. Donc, la BSR cherchait un employé de bibliothèque à 50%. Et puis voilà, j'ai répondu. Puis j'ai rencontré le directeur de l'époque, Jean-Marc Mera. Enfin, il m'a dit, vous croyez pas que vous êtes un peu surqualifié peut-être pour prêter des livres? Et puis voilà, je lui ai expliqué que moi je trouvais que c'était unique de pouvoir travailler avec les livres, quoi, avoir le côté culturel, mais vraiment pour des personnes qui n'avaient pas d'autres moyens d'accéder à la littérature. Donc voilà, d'avoir ces deux aspects, ça me semblait vraiment passionnant. Un peu plus, c'était à côté de chez moi, et puis voilà, ça se mariait parfaitement bien avec le côté familial. Oui, ça se goupillait bien. Ouais. Mais oui, et puis vraiment, il y a toujours eu une bonne écoute dans cette bibliothèque pour ça, quoi, pour essayer de trouver un équilibre pour les gens. Donc voilà, donc j'ai travaillé au service du prêt, je pense, pendant 4-5 ans. Ah oui, puis, quand même, hein. Oui. Et j'ai commencé en 2001. En tout cas, j'ai travaillé pendant 3 ans et ensuite j'ai décidé de faire une formation continue. Donc à l'université de Fribourg, de nouveau, il y avait un certificat en gestion de documentation et de bibliothèque. Donc j'ai fait ça en 2004. Et en fait, c'était juste le moment où Jean-Marc Mera a quitté la BSR pour aller à la FSA. Alors la FSA, c'est la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Donc c'est une association, sauf erreur, qui est nationale, et puis qui a une antenne en Suisse romande, aussi des sections dans les cotons, qui s'occupent de la défense des intérêts, qui proposent aussi des cours, des activités comme le tandem. Ils ont aussi un hôtel à Schanen, qui est bien équipé pour les personnes handicapées de la vue. Donc il est parti de la BSR pour s'occuper de l'antenne romande. Et puis je me suis dit que voilà, quoi, vu que je venais en plus de faire cette formation de gestion de bibliothèque, j'allais proposer mes services, et puis voilà. Il y avait plusieurs candidats ou? Oui, il y avait plusieurs candidats, et puis ils ont décidé de recruter d'abord à l'interne, de voir s'ils trouvaient leur bonheur parmi les collaborateurs présents. C'est normal. Et puis au fait, c'est comme la BSR, c'est une fondation, c'est le conseil de fondation qui a choisi en fait le directeur suivant. Donc c'était pas une passation non, de personne à personne, quoi. C'était le conseil de fondation qui a géré ça, quoi. Est-ce que vous travaillez à plein temps à la BSR? Non, j'ai la chance alors de pouvoir en plus avoir un job à taux partiel, donc je travaille à 70%. Mais en fait, on est 13 collaborateurs à la BSR et il y a seulement un poste à temps complet, c'est celui de Giovanni Mazala, le bibliothécaire. Sinon, on est tous à temps partiel. Comment c'est réparti en fait? Alors, je suis là le lundi, jeudi et vendredi, et puis je fais un 10% à la maison, qui est en principe le mardi après-midi, mais qui peut être, ça peut être le week-end, ça peut être le soir, ça peut être... vous m'avez répondu un dimanche, donc vous travaillez aussi le week-end. Ouais, c'est pas du travail, mais c'est normalement, sauf s'il y a des choses urgentes à faire à un autre moment, le mardi après-midi à la maison. Et on a 2 autres collaborateurs qui travaillent aussi à la maison, c'est Marc Champeau, qui fait une journée sur ses 3 jours dans son studio à Valère-Sourance. Et puis aussi, on a une collaboratrice de la production, Clotilde Bulliard, qui fait un 10% de son 50% aussi à la maison, où elle fait de la post-production, c'est-à-dire elle contrôle les livres qui nous sont remis par les lecteurs bénévoles. Alors, dans les livres, au fait, on vérifie les débuts et les fins de chapitres. Et puis, on fait un contrôle aléatoire de 20 pages avec le livre en noir. Donc, où on écoute vraiment les 20 pages, et ça nous permet de repérer des choses, par exemple, le à la place de de,
Oui. ou des mots changés comme élève à la place d'enfant. Oui. Enfin, voilà, un contrôle. Il paraît que les lecteurs, inconsciemment, parfois changent des mots sans rendre même pas compte. C'est ça qui est difficile. Il faut vraiment qu'ils se réécoutent aussi parfois avec le texte. Et puis, vraiment, on demande que ce soit une photocopie sonore. Oui. Donc, vraiment, même si la phrase aurait mieux tourné avec un autre mot, non. Pas question de changer, quoi. Non, il faut retranscrire, fidèlement. Oui, mais on a parfois des lectrices qui viennent nous dire non mais c'est horriblement oui. Il faut dire on n'est pas une maison d'édition. Puis c'est vrai que pour apprécier un livre, en fait la qualité de l'édition et de la traduction sont aussi des critères. On peut dire vraiment ce bouquin s'il était mal traduit. Voilà, ça fait partie de l'appréciation. Et c'est vrai qu'il faut nous laisser l'auditeur apprécier. Voilà. Exactement. Que gérez-vous exactement en tant que directrice? Alors tout, si possible. Oui, normalement. Si tout va bien, tout. Le job principal, c'est que la bibliothèque puisse bien tourner, c'est-à-dire d'assurer à tous les collaborateurs qu'ils aient de quoi faire leurs tâches au mieux. Donc, il y a bien sûr la gestion de l'équipe. Il y a aussi tout ce qui est matériel, les postes de travail, toutes les fournitures. Il y a aussi toutes les décisions stratégiques. Est-ce qu'on va, par exemple, arrêter les cassettes? Est-ce que c'est le bon moment? Oui ou non? Il y a faire la promotion de la bibliothèque par rapport aux médias, essayer d'avoir des articles, si possible, quelques reportages à la télévision. Il y a tout le côté recherche de fonds aussi. Donc l'Office fédéral des assurances sociales nous donne à peu près 50% du budget, mais le reste, il faut qu'on le trouve chaque année auprès d'autres fondations, d'autres reprises, les donateurs privés. Il faut prospecter, Voilà, il y a tout ce travail de prospection, il faut mettre sur pied des projets. Il y a aussi le travail d'animation, donc on fait ce café littéraire maintenant BSR Apéro. On a la saison qui court sur l'année, donc il faut déjà demander aux gens ce qu'ils aimeraient, après essayer de trouver des intervenants, il y a essayer de monter un programme, faire les contrats. Il y a aussi toutes les relations avec les bibliothèques partenaires, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Et puis on fait partie d'un consortium national qui est là surtout pour répartir en fait les subventions qu'on reçoit de l'OFAS. Et là, en échange, il y a un gros travail à faire au niveau des statistiques, au niveau des comptabilités financières analytiques. Donc il faut tout ça. Puis sinon, en fait, dans mon poste à 70%, je fais cette partie, donc administration à 40%, et sinon je fais 10% de prêt et quand même. 20% de production. Alors la production, c'est-à-dire? Alors la production, c'est comme on parlait tout à l'heure pour notre collègue Clotilde Bulliard, c'est faire ces vérifications assez pénibles à faire. Non, c'est vraiment chouette parce que ça fait partie de la relation avec le lecteur. Donc si on veut lui faire un retour qui soit fructueux, il faut vraiment qu'on ait des exemples précis à lui donner. Puis c'est chouette de voir comme les gens tiennent compte, comme les gens progressent. Là maintenant, depuis 2 ans, on propose des formations continues à tous les lecteurs bénévoles. Donc grâce à des dons en fait qu'on trouve dans d'autres formations, on peut mettre ça sur pied. Donc ils ont lecture, diction, technique, informatique. Pour qu'on puisse alimenter ces formations continues qui sont très personnalisées, il faut il faut du contenu. De quoi, voilà. Mais c'est bien que ce soit personnalisé, qu'on trouve justement. Alors celui-là, il a tendance à, par exemple, à baisser la voix, ou celui-là, il a tendance à. Voilà, il lit trop vite, il mâchouille ses mots. Voilà, des choses comme ça. Mais là, on a sur nos ordinateurs qui sont en réseau, on a un fichier où chaque collaborateur qui regarde qui écoute le livre d'un lecteur peut aller mettre ses remarques. Ensuite, on peut vraiment synthétiser. Et puis les personnes qui font ces formations continues, elles ont vraiment, dans tel livre vous avez fait ça, à telle page. Ça doit bien les guider. Ils doivent être contents, je pense, les lecteurs. Oui, je pense que c'est important pour un lecteur bénévole. C'est quand même un investissement énorme au temps. Oui. Donc d'avoir un retour qui est sérieux et qui est fiable. Et puis ça monte beaucoup en ligne de compte au niveau de la confiance, qu'ils aient l'impression qu'on travaille sur ce qu'ils font. Donc ça leur permet de progresser. Alors c'est vrai que la BSR, je trouve, est très dynamique comparée peut-être
à d'autres bibliothèques sonores que je ne nommerai peut-être pas, mais au mieux, on essaye. C'est vrai qu'on a une chouette équipe et puis quand on a une structure qui est vraiment chouette. Donc on a ce conseil de fondation dont je vous ai parlé. Puis au fait, c'est notre seule autorité de tutelle. Donc on fait pas partie d'une autre association. On n'a pas de lien ni au niveau, je sais pas, des bibliothèques communales ou cantonales. Donc c'est très rapide. En fait, si on a une idée qui sert la mission et qu'on peut la couvrir au niveau du budget, le conseil de fondation nous soutient à fond. Alors je pense que le fait que ce soit rapide, à partir du moment où quelqu'un a une idée, comme par exemple ces formations continues, on s'est dit mais ce serait vraiment bien, on pourrait faire ça avec Gérald Bloch, on peut faire ça comme ça. Et ben voilà, on fait une demande de fonds à la Loterie Romande ou dans une autre fondation. Si on trouve le budget, il n'y a aucun problème. Voilà. On s'arrange comme on veut. Et pareil pour ces BSR apéros, ces cafés littéraires, on fait vraiment le programme en fonction des demandes des auditeurs, mais ensuite c'est toi tu connais quelqu'un qui pourrait faire quelque chose au niveau de la littérature japonaise, ou là on voulait faire quelque chose sur les sources du christianisme, les écrits apocryphes, moi je connais quelqu'un qui est prof du je pourrais lui... Enfin on essaie vraiment de faire que chaque personne puisse apporter ce qu'il a, ses envies. On a une collègue qui est férue de littérature policière nordique. Oui, c'est une des deux Monique, non ? Voilà, Monique Fernels. Donc on lui a dit mais vas-y quoi, si ça t'intéresse. Alors elle a trouvé une association qui s'occupe de promouvoir la littérature norvégienne. Ils nous ont fait venir Jørgen Brekke, un auteur qui est venu exprès pour nous de Norvège. Wow. Et puis on a eu un partenariat avec le consulat pour pouvoir offrir un apéro. Enfin, c'est vraiment important et que tout le monde participe comme il veut, comme il peut, voilà. Et vraiment pour toutes ces activités externes. Donc aussi on a des partenariats avec, par exemple, on a un partenariat avec le Livre sur les quais, qui est un salon littéraire en plein air, qui est vraiment super à Morges. Là, jamais pour ces activités qui sortent au fait des heures de bureau classiques, jamais on a dû rendre ça obligatoire, quoi. Les gens ont envie de le faire, donc ils le font, et puis vraiment c'est sur une base complètement volontaire. Il y a beaucoup d'enthousiasme ici. C'est ça on est vraiment content de travailler. C'est pour ça que ça marche. Mais je pense. Mais c'est vrai d'avoir un job comme ça, un job qui est utile et intéressant. Vraiment, ça motive les personnes. Après, il faut surtout rien faire pour les démotiver. Ah bah non. Non, mais c'est chouette. On est une bonne équipe. C'est vraiment sympa. Rencontrez-vous souvent les lecteurs bénévoles ? Oui, alors on a environ 100 lecteurs bénévoles. Oui, il y en a beaucoup. Donc il y a à peu près la moitié qui viennent ici. Donc on a 3 studios d'enregistrement ici au Flon à Lausanne où se succèdent au cours de la semaine les 5 autres lecteurs. Donc eux, on les voit régulièrement. Sauf ceux qui viennent régulièrement les jours où je travaille pas. Et oui. Et puis sinon, il y a les formations continues. Donc là, avec un peu de chance, on va se voir quand même. Et puis sinon, on leur propose une fois par année, on leur propose une petite sortie récréative, quoi, une espèce de course d'école. Soit se promener dans la montagne pour voir les narcisses ou faire un tour en bateau sur le lac Léman. Puis là, ce samedi, c'était une visite d'un quartier de Lausanne, le quartier Sougar, avec un guide qui s'appelle Pierre Corajou, qui est un aventurier du proche. Donc il nous fait remarquer plein de choses, de botanique, d'urbanisme, d'architecture. C'est chouette. Comme ça, on va manger tous ensemble. Et puis voilà, ça c'est des occasions de voir ceux qui lisent à domicile, puis qu'on rencontre moins facilement. Et est-ce qu'il y en a qui ont vraiment pas le temps de venir, ou il y en a que vous voyez pratiquement pas? Oui, mais disons la formation continue, là qu'on a mis en place l'année dernière et cette année, elle est obligatoire. Ah, d'accord. Comme on a demandé pour ça des fonds à d'autres institutions que la nôtre, on peut pas faire que ce soit facultatif. C'est une bonne chose, je pense, ça aussi. Oui, je pense que c'est très important que même s'ils lisent à domicile, certains même lisent à l'étranger. On a une lectrice qui est au Luxembourg, on en a une qui est en tout cas la moitié de l'année dans le sud de la France. Alors, mais c'est important qu'ils gardent le lien avec la BSR. C'est important pour leur motivation. Je pense que c'est important aussi pour leur respect des directives et des consignes, de garder un lien quand même assez tendu quand même. Avec eux. Même s'il y a le net, le téléphone, mais bon, quand même, c'est bien de se voir aussi. Oui, et puis pour les lecteurs, c'est un bénévolat qui est très solitaire en fait. Oui, donc, c'est ils vrai. voient très rarement les bénéficiaires de leur travail, alors au moins qu'ils voient les collaborateurs. Bah oui. Mais la plupart, ils sont très friands de ces occasions
quand même social de c'est pouvoir vrai, aussi oui. parler de ce qu'ils font. Mais c'est normal. Et puis je pense qu'ils aimeraient avoir des retours. Enfin, c'est ce que m'avait dit Martine Moina quand je l'avais interviewée, qu'elle aimerait bien avoir plus de retours en fait. Oui, alors on les encourage justement à venir à ces cafés littéraires BSR oui, puisqu'il y a apéro, parce que là il y a des éditeurs. C'est la bonne occasion de se rencontrer. Sinon on leur donne volontiers aussi les coordonnées. C'est aussi possible. C'est chouette, des échanges informels. Je sais qu'il y a des lecteurs auditeurs qui sont devenus amis. Et ça m'étonne pas parce que déjà quand vous écoutez que vous aimez bien le lecteur, ça devient presque votre ami parce que grâce à lui vous découvrez un livre. Oui, je pense. Il est là toute la journée, parfois une partie de la nuit. Et oui, c'est ça. Donc après, quand on prend contact, on a tout de suite envie d'être un peu ami avec. Mais je pense que c'est très touchant, en tout cas pour les lecteurs bénévoles, quand ils se font reconnaître par un auditeur. Ah, mais c'est vous. Monsieur Feder, vous avez enregistré ce livre policier, c'est vous. Bah oui, mais on a des personnes aussi qui se sont retrouvées à travers les enregistrements. Par exemple, il y a une auditrice qui était femme de chambre dans la famille d'une lectrice, puis ensuite elle était, je crois que c'était au-dessus de Vevey, puis ensuite elle s'était mariée à la vallée de Joux, et puis elle est devenue malvoyante et elle a reconnu la voix de la petite fille de la famille dans laquelle elle travaillait. Non mais c'est dingue. Il y a aussi une auditrice qui a reconnu, alors là c'était le nom, pas la voix, en fait elle était institutrice, elle a reconnu une petite fille, qui était maintenant qu'elle avait eue, à qui elle avait appris à lire. Et voilà, je sais pas, peut-être 5 autos plus tard, cette petite fille lisait pour elle. C'est par cette petite fille qu'elle pouvait continuer à lire. Ouais, c'est génial, des histoires comme ça. C'est des jolies histoires. Oui, oui. Est-ce que vous rencontrez les abonnés en dehors du BSR apéro? Oui, mais c'est très rare que les auditeurs viennent à la bibliothèque. Alors moi, je viendrais si j'habitais plus près. Alors, pour nous, c'est toujours un plaisir. Comme on en a peu aussi, c'est vrai qu'on peut vraiment prendre le temps quand les personnes viennent. On peut prendre un petit café, un thé. Ah, c'est chouette. Ah oui, c'est très convivial. Oui. Parce que franchement, si on a 2 personnes qui viennent par jour, c'est le maximum. Donc, on prête à peu près 200 livres par jour. C'est vraiment l'immense majorité, c'est par la poste ou maintenant par téléchargement. Donc, quand les personnes viennent, on prend vraiment le temps de discuter aussi du reste de l'offre pour les personnes handicapées de la vue, quoi. Si on peut donner des conseils sur d'autres moyens auxiliaires ou des choses comme ça. Oui, c'est avec grand plaisir. Qui organise les BSR apéro? Un peu tout le monde. C'est-à-dire on est un petit groupe, mais qui s'est fait comme ça de manière complètement volontaire. Comme je vous disais, on est 400 collaborateurs de la BSR. Donc on se voit une fois par année. Pour l'instant, on a encore une liste longue comme le bras de la première séance qu'on avait fait avec les auditeurs et les lecteurs, toutes leurs idées. Donc on se voit au mois de février-mars. Et puis on décide du programme. Et puis ensuite, on se répartit, voilà quoi. Si toi tu connais un poète, tu vas regarder avec lui, etc. Et puis après, moi je formalise un peu tout ça pour faire les demandes de fonds. Puis ensuite, concrètement, chaque café littéraire, alors ça se fait sur une base complètement volontaire. Il faut toujours qu'il y ait 2 collaborateurs. Souvent, on est plus. Donc c'est bien. Mais il y en a 2 qui vont être là en tant que collaborateurs. Parce qu'on s'est dit, non mais on peut pas justifier d'être 5. Donc on décide au fait qui va venir, on est vraiment on charge. Mais souvent on est plus et puis voilà, tout le monde collabore. Quels sont les accords entre les éditeurs de livres papier et une bibliothèque sonore comme la BSR? Alors, en Suisse, la loi sur le droit d'auteur a été revue en 2008. Et donc, depuis, il n'y a plus aucun lien direct, au fait, entre les bibliothèques sonores et les éditeurs, parce que la loi nous donne le droit de le faire complètement indépendamment de leur accord ou pas. Mais c'est en échange d'une redevance. Donc, c'est aussi la loi qui le fixe. Donc, c'est Proliteris qui s'occupe de ça pour la Suisse. Donc, nous, à la fin de chaque année, on déclare tous les livres qui ont été gravés, téléchargés, et puis on paye à Proliteris. Donc c'est eux qui s'occupent de rémunérer les auteurs, s'il y a raison de le faire, les éditeurs aussi. Donc nous, on n'a plus aucun contact avec les éditeurs. Comme vous enregistrez beaucoup de livres, le prix ne monterait-il pas, alors que s'il fallait, je sais pas, rendre des comptes, ça aurait été peut-être plus simple? Bon, disons la somme qu'on paye, c'est quelques
quelques milliers de francs. On a dû adapter un peu, vu que le téléchargement va prendre beaucoup d'importance. Et oui. Donc on a dû négocier un peu pour faire baisser le prix du téléchargement. Oui, on y est arrivé. Et oui, c'est ce que vous disiez l'an dernier. C'est pour ça que vous avez dû restreindre. Voilà, parce que là on aurait. Puis bon, en plus c'était un accord qui se marchait dessus un peu d'année en année pour garder un certain équilibre. Donc pour pas partir trop haut et que ça prétérite au fait la BSR pour de trop longues années ensuite, on a fait ça. Mais disons maintenant, honnêtement, c'est pas une charge qui est écrasante. On échange d'être libre de faire ce qu'on fait. Et aussi au niveau de la visibilité, c'est vraiment bien. Par exemple, on est allé au Salon du Livre de Genève l'année passée avec une autre association, Légion d'automne. Mais on n'a plus aucun problème à être vu vraiment au grand jour comme producteur de livres sonores, à côté d'éditeurs qui auront peut-être aussi une production sonore. Nous, on travaille pour les personnes handicapées de la vue, on a tout à fait le droit de faire ce qu'on fait. Justement, c'est un peu ma question. Est-ce que les éditeurs de livres audio n'auront pas peur que vous leur marchiez un peu dessus? Alors, normalement non, parce qu'ils en sortent pas tellement comparé à une... et puis, apparemment, ils visent pas tellement les personnes non-voyantes. Bon. Voilà, c'est souvent pas l'intégralité du texte. Parfois, il y a des environnements sonores, les délais, sauf exception. On aurait tout à fait le droit de prendre des enregistrements sonores d'une autre source que la BSR et de l'intégrer dans notre catalogue. C'était aussi une de mes questions, parce que la BBR le fait, donc... Oui, alors on étudie ça de très près, on regarde ça de très près, et puis du moment qu'on trouvera que c'est plus intéressant pour les auditeurs, nous on tient pas du tout à produire nous-mêmes. Alors moi, en tant que boulimique, je dirais, c'est intéressant, parce que comme ça, pendant ce temps, vos lecteurs, il faut autre chose. Voilà, c'est ça, on va pas se battre pour enregistrer tous le Da Vinci Code. Voilà, c'est ça. Les environnements musicaux, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. La musique, j'aime pas, mais les habillages sonores ne me dérangent pas. Mais après, il y en a qui détestent. Nous, c'est sûr qu'on est vraiment à l'écoute alors des besoins des auditeurs. Hein. En tout cas, il faudrait qu'on évolue un peu dans notre structure pour être en mesure de le faire. Pas de le faire, mais de laisser, par exemple, si vous proposiez des enregistrements, des éditions VDB qui font ça, qui font... Alors, c'est sûr qu'on le laisserait. Si on fait quelque chose, alors on le laisserait intact, c'est sûr. Et est-ce que vos auditeurs n'aiment pas, pour la majorité, les habillages sonores? Vous savez pas, en fait? Alors, pour l'instant, on a entendu qu'il y avait en tout cas pas de demande par rapport à ça, mais on n'a pas pris beaucoup de livres du commerce. Ah, mais oui, c'est ça. C'est vrai. Mais là, après, on a arrêté pendant une grande partie, justement, à cause des droits d'auteur. Et puis, maintenant, on sait qu'on a le droit de le faire. Bon, ce qu'on pourrait faire, c'est être très clair, c'est-à-dire faire comme une espèce de collection dans le catalogue. Comme ça, les personnes savent à quoi s'attendre et prennent ou pas. Mais je crois qu'il y a 30 000 livres qui sont édités au français chaque année. Donc, tant mieux si, il y a le plus de producteurs possible. Giovanni discute-t-il de certains choix avec vous, certains choix de livres? Pour tout ce qu'il achète, on discute jamais. C'est plutôt nous qui lui demandons des choses en plus. Donc jamais il hésite de se dire est-ce que je le fais, est-ce que je fais pas ce livre. Alors pour ça, il va chez Payot, il est conseillé par les libraires et puis pour lui c'est très clair. Par contre, nous on peut avoir des contacts avec des auditeurs qui passent peut-être pas directement par lui et puis on va lui dire tu sais, ce serait bien, est-ce que tu penses que tu peux faire ce livre? Pour finir, ce qui va décider du fait que le livre se fasse ou pas, on va trouver un lecteur ou pas. Et oui. C'est ça. Donc nous, on peut, par exemple, là, on a eu le cas récemment avec la série des Chérubes. Et il y a vraiment une attente pour ça. En plus, c'est des livres jeunesse. Donc on n'a pas forcément beaucoup de livres pour les quelques personnes jeunes qu'on a. Mais bon, c'est vraiment apprécié par tout le monde, même pour les auditeurs qu'on a qui sont à la retraite. Et puis c'est 12 livres, 13, parce qu'il y a un 8,5. Et puis ça, voilà, on sait que les personnes les attendent et vraiment c'est impossible de trouver des lecteurs qui veulent lire ça. Et ça, c'était aussi une de mes questions, c'est-à-dire dans le dernier BSR Actu, dans l'avant-dernier, puisque le 89 était en ligne aujourd'hui. Voilà. Dans le 88, Giovanni disait que lui, il était pour qu'on fasse tout ce qu'on peut faire, mais que malheureusement, il y a certains genres que les lecteurs bénévoles n'aiment pas trop. Voilà. Bon, et c'est vrai, vous n'avez pas beaucoup de science-fiction contemporaine, de fantastique contemporain. Et puis là, Chérub, c'est une suite, donc on a une lectrice qui a lu jusqu'au numéro 9, puis après on a eu marre. Mais disons, après, c'est encore difficile de trouver un lecteur qui est d'accord de prendre en cours de route. Oui, complètement indépendant, on a des lecteurs qui nous disaient, bon, je veux lire d'abord les 9 premiers mois, on dit, oh là là, mais ça va prendre une année. Le BSR Actu a évolué depuis quelque temps. Par exemple, vous avez des rubriques maintenant,
vous avez les petits sketchs, la minute poétique. Oui. Vous avez la poésie de Monique aussi. Enfin, Oui. Est-ce que vous avez d'autres idées déjà pour d'autres rubriques? Ouh là là. Alors ça, c'est plutôt Marc Champeau, j'avoue, qui s'occupe du BSR Actu. Je lui demanderai, alors. C'est lui le rédacteur en chef. Disons, lui, il a beaucoup d'envie, mais je pourrais pas vous les dire précisément. Mais je lui demanderai, puisque... Demander directement à Marc. Bon, la BSR, et là je suis d'accord, mais au début je l'étais pas, parce que je m'étais méprise, demandait une certaine neutralité à ses lecteurs bénévoles. Oui. Et au départ, moi j'avais confondu avec monotonie. D'accord. Je me disais... C'est vrai, la différence. Et alors justement, est-ce que certains lecteurs ne confondent pas? Parce que certains, je trouve, sont un petit peu monotones. On s'est posé pas mal de questions par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a eu quelques lecteurs qui étaient très enthousiastes et démonstratifs. Et puis, après, on s'est dit, mais peut-être par ricochet, on a un peu trop bridé les autres. Et puis, on a eu une journaliste, Cécile Gavlac, qui a fait un article très chouette sur les lecteurs de la BSR. Et puis, il nous semblait qu'elle expliquait bien ce qu'on cherchait. Et puis, on a modifié un peu aussi, on a un protocole, une charte qu'on fait signer et qu'on signe aussi avec les lecteurs bénévoles au début de leur engagement. Puis, on l'a modifié un peu parce qu'on insistait sur cette notion de transcription sonore. En fait, on a modifié ça en disant qu'il fallait trouver un juste équilibre. Voilà, c'est mieux. Pour pas pervertir le texte. Oui, mais c'est vrai. Mais en même temps, faire quand même passer le message. Eh oui, quand même, parce que sinon, on prend une synthèse vocale. Voilà. Et c'est horrible. Et on s'est rendu compte quand on disait au lecteur, mais c'est un peu gnognon votre lecture. Ils nous disaient, oui, c'est vous qui m'avez dit de faire comme ça. Alors, mais c'est vrai que c'est très subtil. C'est aussi des choses qu'on aborde justement dans la formation continue, de préciser un peu ce on auto par là. Puis ça dépend des textes aussi. Il y a des textes où il faut vraiment faire attention parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Donc là, il faut faire attention de pas s'emporter, puis commencer à changer les voix. Enfin, c'est le chemin un peu périlleux du théâtre parlé. Et puis pour d'autres textes qui sont peut-être plus sobres au départ, il faut donner plus de ton pour arriver à se repérer dans un texte un peu bloc déjà. Chacun a sa sensibilité. Moi, il y a des lecteurs qui sont pourtant des piliers et que j'arrive pas à écouter. Mais c'est très étrange parce que on a quelques personnes comme ça que certains auditeurs n'aiment pas du tout. Ouais. C'est marrant parce que c'est souvent ceux qui ont leur fan club aussi. Mais c'est vrai qu'on essaye quand même, malgré ces histoires de goût et de couleur, de proposer de nouveaux lecteurs aussi. Oh, c'est bien, en ce moment, vous en proposez plein. Oui, et puis ils sont bien. On a des super candidats. Vraiment, on reçoit, je pense, 6-7 offres de bénévolat par mois. Donc on peut permettre de faire vraiment les pénibles. Donc on est très très sélectif. On prend, je pense, à peine un tiers des demandes. Mais après, notre souci, c'est un peu, est-ce que c'est des personnes qui seront fidèles? Puis ça, on peut en discuter avec eux, mais bon, parfois ils savent pas non plus le cours que prendra leur vie. Mais on essaye aussi de recruter des personnes jeunes, des hommes. Oui, on n'a pas beaucoup d'hommes. Mais voilà, souvent les personnes jeunes, ils changent de job, ou il y a une famille tout d'un coup, et puis voilà, ils ont plus le temps. Et parfois, il y a deux versions, et je me suis retrouvée avec une version signalée, lue par Martine Moina, et en fait, au catalogue, c'était lu par Brigitte Coton. C'est tout à fait possible qu'il y ait des boulettes, donc ça, on excuse, mais il y en a certainement. Et puis sinon, ça arrive qu'on fasse relire le texte si on a trouvé qu'il y avait des problèmes, et ça peut être des problèmes techniques. Oui, sûrement. Pas des problèmes de lecture de la première version. Et puis, je crois que Giovanni fait aussi parfois relire, mais là, ce serait pas sur des nouveautés. Si c'est une nouvelle édition, c'est possible qu'il y ait des relectures. Depuis plusieurs années, la BSR se tourne vers le progrès. Par exemple, livres en téléchargement. Avez-vous d'autres projets allant dans ce sens? Alors, certains sont évoqués dans le dernier rapport d'activité. Alors, au niveau technique, justement, notre civiliste, Mathieu Schroeter, est arrivé ce matin. Donc, il fait son service civil. À la place de faire l'armée, les personnes peuvent faire du service civil dans des institutions à but non lucratif d'intérêt public, comme la BSR. Donc, il vient d'arriver ce matin et il va nous faire une application pour iPhone et iPad. Donc, au niveau technique, c'est un peu ça la nouveauté. Et puis, sinon, on a un membre de notre conseil de fondation qui est aussi auditeur, qui s'appelle Alain Barillet et qui s'attache à essayer de développer un nouvel appareil, donc qui serait très simple,
simple, un petit lecteur MP3 DAISY vraiment tout simple, qu'on puisse mettre comme ça à disposition de tous les auditeurs, et puis qui permettrait d'enlever ce problème de l'appareil, le problème de la technique qui est quand même présent pour beaucoup de nos auditeurs qui sont âgés, voire très âgés. Donc voilà, au niveau technique, c'est ces deux projets qu'on a sur le gaz. C'est-à-dire que le petit lecteur, il serait beaucoup plus simple, c'est ça que... Voilà, il serait beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il était cher. Au début, oui, c'est pour ça que j'en ai pas acheté, parce que je trouvais que c'était cher. Oui, même si on a la loterie Remonde qui nous soutient avec la moitié du prix des appareils, mais ça reste quand même cher. Et puis, d'utilisation, c'est pas si simple que ça, malgré tout. Ah, donc, on aimerait, faire peut-être un appareil qui soit bon marché, voire même gratuit. Ce serait bien. Mais que les personnes qui s'abonnent puissent recevoir directement avec leur premier courrier un livre. Ce serait bien. Parce que là, ça rajoute, il faut s'inscrire, c'est pas facile. Après, il faut dire ce qu'on aimerait lire. Voilà. C'est pas toujours facile non plus pour les personnes. Après, il y a encore la question de l'appareil. Puis là, j'ai peur qu'on perde trop de gens dans cette étape-là. Quand les lecteurs se trouvent que ça commence à se compliquer, ils paniquent. Voilà, c'est ça. Et sinon, vous parliez de l'échange avec le Canada? Oui, donc c'est avec Vues et Voix, vous connaissez? Eh ben non, je connais que l'INCA. En fait, c'est l'ancienne magnétothèque. J'en avais entendu parler. Et on était allé les visiter justement en 2004 avec Jean-Marc Mera, Giovanni et Marc. On était partis tous les quatre au Canada pour voir comment ils faisaient leur production, comment ils collaboraient avec leurs bénévoles. On avait appris énormément de choses. Et puis, c'est avec eux. Donc, avec l'INCA, on a déjà un accord, mais c'est un accord d'échange de titres qui est de 50 ou 100, je me rappelle plus, par année. Oui, donc, ils peuvent prendre dans notre catalogue et nous dans leur. On a des accords similaires avec le GIA et puis la Ligue Braille Bruxelles. Et puis, maintenant, là, ce qu'on aimerait faire avec les Canadiens, c'est par téléchargement. On est au début où on s'est dit qu'on aurait envie de le faire. Voilà, c'est là qu'on en est pour l'instant. C'est pas encore, dommage. Voilà, puis techniquement, il y aura pas mal de problèmes, mais bon, on a des super informaticiens, donc ça va bien se passer. C'est vrai qu'ils ont on chouette. aimerait que les auditeurs canadiens puissent télécharger nos livres et réciproquement. Je crois que je l'avais vu passer l'info comme quoi vous étiez allé visiter la magnétothèque, et si mes souvenirs sont bons, mais vous allez me dire, j'affabule peut-être complètement, ils faisaient enregistrer un même livre par 2 lecteurs différents. Voire plus peut-être. En fait, ça dépendait. Eux, en fait, ils ont des plages de lecture de 2 heures. Oui. Donc, si un chapitre dure 2 heures, le lecteur en lit un, etc. Donc, en fait, ils changent de lecteur toutes les 2 heures. Pour le même livre. Voilà. Et ils le font toujours? Je sais pas, mais je pense. Et vous pensez pas que ça risque d'être un frein pour ceux qui aiment bien que ce soit lu par la même personne? Alors, ils essayent d'harmoniser les voix. Donc, je pense qu'ils font ça très bien. Nous, ici, on l'a fait une fois pour les 24 heures de la lecture. Là, alors, on n'a pas du tout harmonisé les voix. Donc, c'était homme, femme, tout mélangé. Et en fait, c'était une catastrophe pour nos auditeurs. C'est des livres, d'ailleurs, qu'on a vite retiré du catalogue. C'est vrai que c'est difficile, je trouve, de pas donner un sens à la voix. De se dire, tout d'un coup, c'est un vieux monsieur. Maintenant, c'est une jeune fille qui parle. C'est difficile de dire que ça a aucun sens. Enfin, moi, ça me faisait vraiment penser à ces romans de Faulkner où on a la même chose vue par différentes personnes. Ah oui. Et maintenant c'est quelqu'un d'autre qui parle. Non, si c'est toujours le même narrateur avec des voix si différentes, c'est très troublant. Et c'est vrai que je les ai pas empruntés, moi, les livres des 24 heures de la lecture à cause de ça. Il y en a plus, je crois, on les a fait relire. Mais du coup, s'ils font toujours, même en harmonisant, si vous tombez sur des puristes comme moi, ça risque de râler un peu, non? Vous pensez pas? Oui, alors pour les auditeurs, c'est pas chouette. Et puis alors franchement, je pense que ça doit être difficile de motiver les lecteurs aussi. Ouais, les pauvres, effectivement. Alors ça a ni queue ni tête. Non. Allez, toi tu lis un bout, et puis demain tu liras un bout d'un autre livre. Ouais, en tout cas avec nos lecteurs, je pense qu'on aurait vraiment de la peine à passer à ça, quoi. Ça fait un peu machine. Oui, et puis il y a quand même un gros travail à faire, parce que par exemple, c'est pas vrai, on l'a pas fait que pour les 24 heures de la lecture, on l'a fait une fois pour un Harry Potter qu'on voulait absolument sortir avant Noël, et personne ne voulait le lire. En entier. Donc on s'est dit, tant pis, il sera moins bien lu, mais au moins il sera lu, et on l'a lu nous-mêmes. En fait, ça pose plein de problèmes, parce que par exemple, comment est-ce qu'on va dire Dumbledore? Il y a ceux qui ont vu le film, puis qui vont le dire comme ça, ceux qui connaissent pas du tout, qui vont le dire autrement. Déjà qu'il y a beaucoup de personnages, là on avait l'impression qu'il y avait au moins 500 personnes. Même les lieux, Poudlard. Et ouais, il y en a qui disent Poudlard 2, il y en a qui disent Poudlard. Voilà.
Donc il faut faire quand même un gros travail, il faut faire une espèce de lexique au départ. Quelqu'un décide comment on va dire les noms propres, il faut que les autres lecteurs s'y réfèrent, c'est pas si simple. Non, mais c'est vrai, c'est pas simple. D'ailleurs, il y avait eu un enregistrement à plusieurs voix et je trouve que c'était très bien, une très bonne idée. C'était Les filles de l'ouragan. Alors ça, je sais pas si c'est Giovanni, si c'est les lecteurs, mais le livre est vu de plusieurs points de vue. Ah, bah donc voilà, là, ça fait sens. C'était très très bien fait, c'est-à-dire que vous aviez un chapitre, les chapitres du point de vue de, je sais plus, de Dana, qui était lu par Michel Kellet, et ceux du point de vue de Ruth, qui était lu par Françoise Gola. Et ensuite, vous aviez Hervé Detray qui faisait le père au début et à la fin. C'était très très bien fait, et je pense qu'il y a eu harmonisation, parce qu'à un moment, ils se sont harmonisés pour dire Ray, le prénom du frère. Il y en a une qui disait Ray et l'autre qui disait Ray, et alors après, elles se sont accordées, elles ont toutes les deux dit pareil. Ah ok, bah dommage qu'elle n'ait pas faux au début, mais voilà, ça c'est justement quelque chose qui est troublant, parce qu'on sait plus de qui on parle. Mais il y a des livres qu'on enregistre à plusieurs voix, justement chez Marc, avec le groupe Polyphonie. Oui, c'est vrai. Voilà, donc là pour le théâtre, c'est sûr que là, c'est pas possible de lire autrement. Ah non, là c'est obligé, sinon c'est pas beau. Le site, apparemment, il y a une idée de le rechanger. Oui, c'est vrai qu'on s'est dit, au fait, ce site, il sert pour tout. Il sert pour les auditeurs, pour la recherche de fonds. Donc, on va faire deux facettes. Les auditeurs, en fait, pourront tout de suite partir dans leur spécialisation, leur compte, le catalogue, etc. Mais on voulait aussi refaire un peu le look pour les recherches de fonds, puis tout ce qui était institutionnel. Et puis, sinon, il y aura, au niveau de la recherche dans le catalogue, la recherche par facette, donc qui permettra un peu d'avoir accès à des coins du catalogue, aux combinaux des mots, qui permettra en fait de mettre un peu en valeur la collection. Et puis, on aimerait faire aussi une espèce, toujours sur le site, une espèce de radio web. Maintenant, on a plein d'interviews d'auteurs ou de lecteurs, des passages de BSR Actu, des choses comme ça, aussi des extraits de livres. Et ça, c'est vraiment aussi l'idée de Marc Chopeau. Il aimerait avoir une espèce de radio qui tourne au boucle. Une fois que la matière est faite, il faut juste faire un programme pour que ça tourne de manière aléatoire là-dedans. Et d'ailleurs, sur le site, quand on cherche, en passant par le net biblio, quand on cherche par le nom d'un lecteur, on trouve, mais quand on cherche sur le site, quand on passe par la fonction recherche, ou ensuite on peut télécharger par exemple, par le nom de lecteur, on trouve pas. Mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question par rapport à ça. On s'est dit, est-ce qu'il faut mettre ça en valeur ou pas ? Et puis après, on s'est dit qu'en fait, c'était un critère comme un autre. Ben oui. Donc voilà, on l'a mis, mais alors oui, c'est bien possible que ça apparaisse pas vraiment au grand jour. Non, non, si je cherche par nom de lecteur, je trouve pas. Oui, alors je prends note. L'ABSR achète-t-elle systématiquement les livres qu'elle enregistre ? Non, mais l'immense majorité, oui. L'ABSR, elle a un budget d'à peu près 900 000 francs, et puis c'est moins de 10 000 francs l'achat des livres. Donc c'est pas un si gros poste quand on pose que c'est vraiment le cœur de la bibliothèque. Ah oui. Donc la plupart des livres, on les achète chez Payot. Donc on a un pourcent, 10 ou 20%. Heureusement. Professionnels. Voilà, donc on bénéficie de leurs bons conseils, mais pas seulement. Donc la plupart, on les achète neufs chez Payot, en grand caractère. En brochet, grand format. Donc le plus cher, quoi, pour les avoir tout de suite. Et aussi, nos lecteurs aiment bien quand les caractères sont grands. La plupart, c'est aussi des lecteurs âgés. Donc bon, c'est difficile de lire précisément dans un folio. Sinon, on les achète dans des bibliothèques d'occasion. Si c'est des classiques ou comme ça, on essaie de les trouver. Et puis, sinon, on a des lecteurs qui amènent en fait leur propre exemplaire. Et puis, on a des auditeurs qui nous envoient le livre, soit qu'ils l'avaient chez eux déjà, soit qu'ils l'achètent pour la BSR. Et justement, qu'est-ce que vous faites après des livres achetés ? Alors, on essaie de les revendre. Je vous cache pas que le livre, c'est pas quelque chose qui se vend très facilement. Le livre d'occasion, enfin, il y en a des tonnes dans tous les coins. Ouais. C'est vraiment, en tout cas, tout ce qui est Centre social protestant, Emmaüs, ils sont pas ravis de voir arriver des tonnes et des tonnes de livres. Mais nous, on a des nouveautés. Donc, on les vend à la bibliothèque pour les personnes qui viennent. On les vend ici. Et puis, on a un accord avec le Bistrot du Flon, qui est dans le même immeuble que nous. Donc, ils ont mis à notre disposition un emplacement où on peut mettre des livres et puis leurs clients achètent les livres. Donc, on les vend à 5 francs suisses, tous au même prix.
Donc c'est des super affaires. Ouais, des fois, il y a vraiment des grands formats qui ont été lus une fois, puis les lecteurs sont très soigneux. Donc il y a peut-être quelques annotations en crayon gris, mais c'est vraiment une super affaire. Dans les BSR Actu, Giovanni s'attache à épeler le nom des auteurs. Oui. D'ailleurs, des fois, je me dis le pauvre, parce que des fois, il y a des noms, même lui dit bon, je vais peut-être pas le prononcer. Enfin bon. Et les lecteurs bénévoles aussi le font. Maintenant, est-ce que vous songez à étendre cela à certains noms propres dans certains romans ? Ah, mais oui, on pourrait le faire. Mais alors ça, on est vraiment justement à votre écoute, alors les auditeurs. L'idée d'épeler les noms propres, en fait, c'est venu de Marc. Ah, mais c'est une très bonne idée. Mais oui, mais je pense. Mais c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Moi, je me demande aussi si c'est pas une des recommandations d'Aisy. C'est possible qu'on a aussi entendu ça dans les productions d'autres bibliothèques. Mais un jour, en fait, Marc est passé devant une manchette d'un journal, puis il a vu écrit Sarkozy, et puis il s'est dit ça s'écrit comme ça. Et puis c'est là qu'il s'est rendu compte qu'en fait il n'avait jamais vu le nom de Sarkozy. Il en a entendu parler, mais voilà, mais qu'il l'aurait pas du tout peut-être pas écrit comme ça. Voilà. Et puis c'est vrai que ça fait partie de comment le message peut s'inscrire. Puis bon, sur l'orthographe d'un nom de famille, il y a plein de choses qui se disent. C'est un peu embêtant, en fait, je pense, parce qu'après, il faut savoir qu'est-ce qu'on épelle. On va le faire pour Dupont, voilà. Pas. Mais en même temps, c'est vrai que si on n'a jamais vu Dupont écrit, enfin voilà. Donc on se dit, on le fait, et puis voilà. Alors la VH le fait. Il y en a, ils épellent tous les noms. Et puis Marc nous disait justement que lui, il perd la vue progressivement. Donc c'est important de garder un contact avec l'écrit, quoi. Même si on fait qu'écouter, on doit écrire. Et oui, quand même. À un moment donné, quand même. Ouais. Et si soudain on se trouve à ne pas savoir, mais ça me l'a fait en tapant mes chroniques, mais je sais pas l'écrire. Alors le lecteur l'a prononcé comme ça, donc je pense que, mais je me suis déjà fait avoir. Mais oui, et puis surtout que le lecteur le dit pas forcément juste non plus. Et oui. La BSR est la seule bibliothèque à laquelle je suis abonnée à ne pas annoncer les numéros de pages. J'espère que vous ne le ferez jamais. Tant mieux. C'est pénible. Page 12, page 13. Moi, je pense que c'est vraiment pour... c'est pour le DESI, en fait, mais bon... Une utilisation plus scolaire, peut-être. Oui, voilà. La VH ne le fait pas, j'ai dit du mal. Eux non plus ne le font pas. Je vois pas vraiment l'intérêt. En tout cas, moi, ça m'agace. Donc, ne le faites pas. Mais surtout que... Moi, je sais pas comment c'est pour la lecture avec VLC, mais je pense que c'est aussi possible de savoir où vous en êtes par rapport à la durée totale du livre. C'est super... Alors, on peut... Par rapport à la piste, en fait, quand vous démarrez votre piste, il commence à 1 et il va jusqu'à 1000. Et quand vous êtes à 1000, votre piste est finie. D'accord. C'est marrant. Vous pouvez toujours savoir où vous vous trouvez. Par exemple. Ça, sur les appareils de lecture Victor, il y a aussi position dans le livre. Donc on peut savoir si c'est un roman policier puis qui reste par exemple 3 minutes. On peut le savoir de cette manière. C'est vrai, je pense que c'est intéressant de savoir où on est de la progression du livre, mais le numéro de page fait pas vraiment de sens. Ce qu'il faut savoir, c'est combien il reste de chapitres et combien il dure. C'est vrai que moi je regarde le nombre de chapitres et je regarde même parfois la taille. Alors on l'a dit, maintenant on le dit à propos de ce livre. Oui, le nombre de pages. Ouais, je trouve que ça peut peut-être aider quand on dit, là je suis en train de dire un pavé. Non mais ça, le nombre de pages, j'aime bien. Quel est le matériel d'enregistrement utilisé pour les lecteurs bénévoles? Alors ils utilisent un logiciel qui s'appelle Sigtuna. C'est un logiciel gratuit ou Oui, tout à fait, alors c'est gratuit. Ensuite, je suppose qu'ils doivent quand même avoir une carte son de qualité, non? Oui, tout à fait. Comment ça se passe? C'est eux qui la paient ou? Oui, parce que franchement, il y a besoin de rien d'extraordinaire. Donc, pour de la voix, pour de la voix. Oui, les lecteurs qui enregistrent à domicile, donc on met à leur disposition le micro, mais ce qu'il y a sur leur PC portable convient. Je trouve que le son est bon. Oui. Et je croyais que vous aviez des super trucs. Non, rien du tout. Alors, les ordinateurs pour les personnes qui lisent à domicile sont à eux. Donc, nous, on leur prête le micro, c'est tout. Combien dure une séance d'enregistrement à la BSR? Alors, nous, c'est pas du tout comme chez les Canadiens, donc c'est à la demande. C'est pas, hop, au bout de 2 heures, tu t'en vas. Non, et puis il y en a qui commencent à 8h30, d'autres à 10h, d'autres à 10h15. Enfin, on fixe vraiment selon leurs besoins. Certains lisent 1 heure, d'autres 3 heures. Ils sont très libres. Complètement trop, des fois.
De nouveau, c'est une question d'équilibre entre, le bénévole, s'il peut pas faire ce qu'il veut, il viendra pas. Puis en même temps, s'il vient puis qu'il fait n'importe quoi, ça sert à rien. Oui, c'est vrai. Mais là, voilà, au fait, les plannings sont pas mal pleins de semaine en semaine pour les cabines. Donc parfois, certains se mettent un peu aussi où il y a de la place. Donc nous, ça nous intéresse. Enfin, leur souplesse nous arrange aussi. Oui. Tout d'un coup, on leur dit, là, il reste plus qu'une heure, ça vous va quand même. Et puis, on est ouvert entre midi 2 et 2 soirs par semaine jusqu'à 20h. Ah oui, quand même. Oui, parce qu'on s'est dit, si c'est des lecteurs qui sont en emploi, on peut pas leur demander de venir entre 8h et 5h. Oui, c'est vrai. Jusqu'à 20h, on a des personnes qui viennent lire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou à voir quant à la prononciation des noms anglophones avec accent, sans accent? Oui, on a changé le texte parce qu'on avait toujours le même texte pour évaluer les lecteurs. Et puis là, on a pris un texte justement où il y a des mots anglophones. Et puis on s'est dit qu'on allait un peu tâter le terrain avec ça et puis faire plus attention au niveau de ses compétences. Alors on a mis à leur disposition aussi, c'est sur internet, mais on a mis dans les cabines Reverso. Donc il y a un programme qui permet on tape simplement le mot puis on peut l'entendre prononcer. Ah, comme ça ils savent comment il vaut mieux le dire. Voilà, exactement. Et puis sinon, alors on désespoir de cause, ce qu'on essaie de leur dire, c'est au moins de dire toujours la même chose. Ah oui, sinon c'est pénible. Voilà, donc même si c'est faux, mais c'est vrai que parfois il vaut mieux franciser aussi. Oui, mais justement, c'est ce que je préfère. Des fois ça fait un peu bizarre, même quelqu'un qui dirait New York. Mais oui, j'ai horreur de ça. Mais il y en a qui le font. Pour nous. Oui, c'est nous. Mais justement, moi je milite pour ça. Oui, moi on est plutôt pour ça aussi. Faut le dire comme on le dit. Voilà, il faut le dire naturellement, parce que sinon ça marche pas. Avez-vous songé à être lectrice bénévole? Non, pas du tout. Alors moi je trouve ça super, vraiment ça me plairait bien. Alors j'ai été complètement cassée par Marc Champeau. J'ai enregistré une fois, on avait les Roland Durtal. Oui. Vous avez écouté de la radio, les pièces policières, et puis il fallait enregistrer le petit livret, les quelques feuilles qu'il y avait, qui présentaient. Très court, c'était les noms des acteurs et tout ça. Et puis à la fin, il m'a dit vraiment c'est nul. Ouais, vraiment c'était mauvais il y avait aucun espoir. Non mais je pense que ce serait un bon exercice. On s'est dit plusieurs fois qu'on devrait tous y passer à faire cette voie parce que on se permet toujours de juger les autres, mais peut-être qu'on se rendrait mieux compte des difficultés, mais peut-être ça nous rendrait un peu molachon. On se dirait comme je suis nulle, je vais quand même le prendre parce qu'il est meilleur que moi. Puis en fait il faudrait pas. Et sinon, il y a certains lecteurs, par exemple Sandrine Strobino qui était partie, qui est revenue. Oui. Vous savez si elle va rester? Moi, je l'aime bien. Alors on a toujours des contacts avec elle. Moi, j'ai travaillé avec elle dans une autre place avant. On travaillait au Nouveau Quotidien ensemble, au journal Le Nouveau Quotidien. Et puis, elle était aussi à l'Uni à Lausanne. Mais elle est très prise. Mais elle est toujours par là, On est toujours en contact. Et puis, mais elle a une voix sympa et puis elle est toute douce. Elle fait du théâtre aussi, donc je pense que c'est assez irrégulier sa disponibilité. Mais elle est vraiment très précise aussi, je trouve, dans la lecture. Elle est très nette. Oui. Et ça doit être précieux. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Je vous remercie infiniment parce que nous, en fait, on est un peu comme les lecteurs, on a peu de contact avec les auditeurs, donc on essaye parfois de stimuler des retours, que ce soit par rapport à d'éventuelles erreurs ou comme vous l'avez fait par rapport à des choix de la production. Et on a vraiment très peu de retours de la part de nos auditeurs. Pourtant, on essaye de dire qu'on est gentil. Mais oui. Alors, je sais pas, je pense pour une partie, les gens sont très reconnaissants aux lecteurs bénévoles. Déjà, de ce qu'ils font, c'est vrai. On essaie de leur dire que c'est pas paradoxal, Même les lecteurs bénévoles seraient contents aussi d'avoir plus de retours. Oui, mais c'est vrai que ce qu'ils font, c'est tellement bien. On a tous les livres qu'on n'aurait pas s'ils étaient pas là. Peut-être c'est pour ça que les auditeurs disent rien. Après, on s'est dit, c'est vrai, il y a d'autres bibliothèques, mais pour certaines personnes, c'est quand même un peu une situation de monopole. On s'est dit, est-ce qu'ils ont peur qu'on leur coupe les livres? Mais vraiment, on a peu de retours. Il y a aussi une question, je pose, du support, parce que peut-être les gens savent pas comment nous dire. Comme c'est difficile pour eux d'écrire, peut-être ils disent, je vais pas appeler pour ça. Par mail, oui. Alors, par mail, on a encore quand même peu d'auditeurs qui sont équipés.
Ce que je pourrais dire, c'est que j'espère que les auditeurs auront autant de plaisir que nous avec la BSR, parce que vraiment c'est super de travailler ici. Ah oui, ça s'entend, hein, ça vous plaît bien. Et oui, c'est vraiment unique. On a beaucoup de choses, puis j'espère que les auditeurs ont ce dont ils ont besoin. Je pense. En tout cas, on essaye. On essaiera. Merci. Et puis merci d'être aussi dynamique, parce que ça fait plaisir. Mais alors, tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. journée. Au revoir. Merci beaucoup.